20h, bienvenue, merci de nous suivre sur RTI 1 à la une ce 2 octobre. Dans les Émirats Arabes Unis, il participe à la conférence politique mondiale. Le Premier ministre Patrick Hachi a eu plusieurs rencontres ce samedi, notamment avec le Fonds d'Abu Dhabi. Le chef du gouvernement a aussi été reçu par le ministre abu-dhabien des Affaires étrangères. Kandia Camara met à profit son séjour aux États-Unis pour rencontrer les responsables des structures du RHDP sur place. Elle les a rassurés de la vitalité du parti et les a surtout remerciés de leur engagement constant en faveur des idéaux de paix et du développement du RHDP. Teini, dans le nord de la Côte d'Ivoire, des réfugiés burkinabés ont reçu la visite de 3 membres du gouvernement. Ils leur ont apporté le soutien et l'appui de l'État ivoirien suite aux abus qu'ils ont subis dans leur pays du fait des attaques terroristes. Et puis à Lomé au Togo, 15 entrepreneurs culturels ouest-africains bénéficient d'un soutien du programme triennal de l'ACP UE Culture. Chacun reçoit un appui financier de plus de 90 millions de francs CFA pour réaliser son projet. Bonsoir à tous, nous vous retrouvons avec grand plaisir ce samedi soir sur RTI 1. Dans la page culture, nous recevons un jeune auteur qui a sa première œuvre, Maman, je suis devenue journaliste. Le récit d'un enfant qui rêvait de devenir journaliste quand sa mère, seule à l'élever, souhaitait plutôt le voir finir juge. Mais la passion étant plus forte, il a tout de même fini par devenir journaliste. 112 pages, des sujets variés comme la monoparentalité, la foi ou encore la persévérance. Bonsoir Franck Etienne. Bonsoir Fofana. Bienvenue, vous êtes aussi journaliste et puis le titre nous donne envie de savoir s'il s'agit bien de votre histoire personnelle. Mais je vous retrouve après l'actualité pour en parler. À tout à l'heure. On va se rendre à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. Le Premier ministre Patrick Hachi y participe à la conférence politique mondiale. Sans cesse à la recherche d'opportunités pour la Côte d'Ivoire, ce samedi, le chef du gouvernement a échangé avec le ministre abu-dhabien des Affaires étrangères. Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial sur place. Au lendemain de la World Policy Conference, Patrick Hachi, le chef du gouvernement ivoirien, reçoit au sein de l'Emirates Palace Mohamed Saïf Souaidi, directeur général du Fonds du développement d'Abu Dhabi. Objectif, renforcer la coopération économique. Nous avons été ravis de cette réunion avec le Premier ministre ivoirien et nous attendons de voir et étudier les projets qu'il nous fera parvenir pour d'éventuels financements. Et avant cette audience, le chef du gouvernement s'est rendu au ministère d'État chargé de la coopération des pays africains. Au cœur de cette rencontre, le renforcement de la coopération économique avec l'ouverture prochaine d'une ambassade de Côte d'Ivoire à Abu Dhabi et l'arrivée du nouvel ambassadeur abu-dhabien en Côte d'Ivoire. À ce jour, les échanges commerciaux entre Abidjan et Abu Dhabi s'élèvent à 200 millions de dollars. Sur place, après la cérémonie officielle d'ouverture et les travaux de la conférence politique mondiale, le Premier ministre Patrick Hachi a pris part au dîner de clôture avec plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'occasion de poursuivre les échanges et ouvrir de nouveaux axes de coopération. D'Abu Dhabi, nous mettons le cap sur le territoire américain. La ministre Kandia Camara a échangé avec les responsables des différentes structures du RHDP. Elle s'est félicitée de leur mobilisation et aussi de leur soutien au parti pendant les scrutins électoraux en Côte d'Ivoire. Michel Digré, envoyé spécial de la RTI aux États-Unis. En marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, la ministre Kandia Camara et la délégation qu'elle conduit sont à la rencontre des militants RHDP des États-Unis. Remercier sincèrement nos autorités qui, malgré leur programme très chargé, et par amour pour nous, se sont libérés pour nous rencontrer ce soir pour un échange fraternel. Pour la ministre Kandia Camara, sa présence aux côtés des militants est une obligation morale. Moi-même, il s'agit des militants et des militantes du RHDP des États-Unis. Les Ivoiriens, c'est ceux qui sont partout dans le monde. Et ici, aux États-Unis, vous êtes unis
le président vous encourage à continuer de demeurer unis. Et le ministre Kobena Kwasi Adjoumani de donner les nouvelles du pays, il rassure les militants, le RHDP se porte très bien. Regardez les élections législatives. Tout le monde, tous les partis ont présenté des candidats. Mais nous sommes sortis avec plus de 157 députés. Nous sommes premiers au niveau des mairies, premiers au niveau du Sénat, premiers au niveau des députés. Et au niveau des conseils régionaux, nous sommes premiers. Qui dit mieux? Mais c'est parce que le président a voulu de ce rassemblement que nous allons toujours être devant et nous allons l'être. C'est pour cela, pendant que je suis ici, et au nom donc de Madame la ministre d'État, vous saluer, je voudrais vous saluer et vous dire qu'on est ensemble. 2 heures d'échange qui auront permis de remobiliser les militants RHDP des États-Unis pour les futures batailles du parti. Restons sur la scène politique, cette fois dans la capitale ivoirienne, où l'Union des Nouvelles Générations, parti d'opposition, s'est réunie en congrès extraordinaire. L'Union des Nouvelles Générations annonce sa décision de rejoindre le parti en gestation de l'ex-président Laurent Gbagbo. Kader Sogodogo. À la demande de leur premier responsable, Stéphane Kipré, les militants de l'Union des Nouvelles Générations, UNG, se sont retrouvés à Yamoussoukro pour se prononcer sur la conduite à tenir face aux enjeux politiques à venir. C'est donc sans hésitation aucune que ce parti d'opposition adopte son entrée dans le parti en gestation de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo. L'UNG porte sa force dans une nouvelle force politique. Il ne s'agit pas de disparaître, il s'agit de se mettre ensemble, d'apporter ce que nous avons fait pendant ces 14 ans sur une tribune plus large. C'était la suite logique de notre combat. On l'a dit, il est temps que les blocs idéologiques se mettent ensemble, vu les enjeux et les défis de la Côte d'Ivoire. Et nous allons apporter notre pierre à pouvoir ensemble bâtir cette nouvelle force politique qui sera la force nécessaire pour pouvoir sauver la Côte d'Ivoire. Voilà ce que nous avons décidé en toute responsabilité. Ils sont d'ailleurs félicités par un des responsables de ce parti à venir. Ma première réaction, c'est d'abord de féliciter l'UNG pour cette décision. J'étais venu regarder, donc voir et écouter. J'ai écouté, donc les hommes sont là et désormais je pense que le président Gbagbo prendra compte de tous ces hommes-là et il va bâtir un nouveau parti politique pour aller de l'avant. On prépare au congrès extraordinaire de Yamoussoukro des délégués UNG venus de toute la Côte d'Ivoire et d'Europe. Il a été officiellement investi dans ses fonctions de ministre-gouverneur du district autonome des Savanes. Issa Coulibaly s'est engagé à faire la promotion de son district avec en première ligne l'exploitation de toutes les potentialités afin de mettre à disposition des populations les services sociaux nécessaires. Ami Sissoko. Le général Issa Coulibaly, ministre-gouverneur du district autonome des Savanes, installé officiellement par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de la cérémonie, et représentant le Premier ministre Patrick Achi. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, élus, cadres et populations du district des Savanes. Le général Issa Coulibaly compte œuvrer conformément à sa feuille de route au progrès social des populations des 10 départements, 53 sous-préfectures et 86 communes sous sa gestion. Je m'engage à travailler de façon collégiale et concertée et à coopérer dans tous les secteurs d'activités économiques, sociales, culturelles et environnementales pour le développement harmonieux de notre district. La création des districts autonomes vise à renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement. Vous devez travailler en synergie avec les autres acteurs de développement, notamment les régions et les communes. Vos actions doivent contribuer également à la mise en place d'un secteur privé dynamique, pourvoyeur d'emplois pour les jeunes, ces jeunes qui constituent notre préoccupation principale. La question sécuritaire, bien entendu, reste l'une des priorités au cœur de vos actions. Je n'ai point de doute, vous connaissant
que vous réussirez ensemble à faire du district de Savane l'un des plus prospères pour l'amélioration du bien-être des vaillantes populations. La cérémonie a été aussi marquée par la visite des locaux du district autonome des Savanes, situé au quartier résidentiel, non loin du mont Korogo. Avant l'entame de la cérémonie d'installation, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara et le ministre-gouverneur Issa Coulibaly, accompagnés de plusieurs autres membres du gouvernement, ont procédé au dépôt d'une gerbe de fleurs au caveau du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au quartier Soba. L'ex-premier ministre avait pris une part active à l'élaboration des districts autonomes. Même objectif pour le ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kwasi, a rencontré à la préfecture de région de Bouaké les grands commandements, leur implication étant nécessaire à la réussite de sa mission qui consiste à œuvrer dans un climat de paix et de cohésion pour le développement du district. Kwadjo Kwame. Bouaké, salle de réunion de la préfecture de région, rencontre du ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama avec les grands commandements. Nous sommes venus pour aider à la création de richesses, à la création d'emplois et au développement humain. Nous avons donc un rôle de coordination, un rôle de réglementation, un rôle de planification et que à la base de cette planification, il y a d'abord le schéma directeur du district. Aux éléments des forces de défense et de sécurité, Jean-Claude Kwasi a exhorté à garantir un pacte de sécurité pour le développement des régions de Bouaké et du Yambol. La sécurité permet la stabilité et la paix. La stabilité et la paix favorisent et facilitent le développement. Bonne nouvelle pour la population de Bouaké. La renaissance des établissements à Gonfreville. Nous rêvons encore de ce Gonfreville-là, mais nous savons qu'il y a la concurrence asiatique qui va faire en sorte que nous devrions mieux cibler ce que nous savons faire et ce que nous voulons faire de ce Gonfreville-là. Les différents livres blancs élaborés précédemment serviront d'éléments de base sur lesquels Jean-Claude Kwasi et son équipe s'appuieront pour travailler. Dans l'univers de la défense, le premier bataillon de commandos et de parachutistes célèbre sa fête patronale. Les journées cérémoniales en l'honneur de Saint-Michel, patron des parachutistes, ont pris fin hier 1er octobre. Abou Sanogo nous fait le point de ces célébrations. C'est la tradition. Les parachutistes du premier bataillon de commandos et de parachutistes d'Akouedo n'ont pas dérogé à la règle. Célébrer leur saint patron, Saint-Michel, incarnation de la foi de cette unité d'élite, présenté comme l'archange de Dieu, porte-étendard des armées célestes qui engagea et défie le dragon, figuration de Satan. Une célébration qui a permis à ce bataillon de renouer avec les traditions parachutistes pendant 5 jours de festivités. Festivités qui a rassemblé 11 unités de la place d'Abidjan. Officiers, sous-officiers, militaires du rang du premier bataillon de commandos et de parachutistes. Il y a 1 an de cela, jour pour jour, à cette même place d'armes, ensemble nous avons pris l'engagement avec des échanges électoraux que certains qualifiaient à risque et approchaient, de toujours rester disponibles, observateurs stricts du règlement militaire et d'une neutralité politique. Nous vous promettons de toujours remplir les missions à nous confier, vaille que vaille, tout en observant le règlement militaire. Les parachutistes ont été invités à s'inspirer de l'exemple de loyauté de leur saint patron. La Saint-Michel est inspirée de la religion catholique. Elle aiguise la foi en Dieu et exhorte à une conduite vertueuse qui fait du para un citoyen exemplaire, un homme de devoir. Cette piété induit la moralité et la bravoure du combattant pour mener toujours le bon combat. Le para sait que si le pire survient, il retournera auprès de Dieu de terre, qui le recevra dans son royaume céleste. Une démonstration des techniques d'intervention opérationnelle des hommes de cette unité d'élite, unique détentrice des traditions parachutistes en Côte d'Ivoire, a meublé cette commémoration qui a débuté le lundi 27 septembre par des activités socio-culturelles et sportives. Une opération de don de sang et une messe au sein du bataillon après un partage d'expériences avec certains de leurs dévanciers.
Le premier bataillon de commando des parachutistes est une unité spécifique qui est généralement dédiée à l'engagement par la troisième dimension, tout en étant en mesure d'appuyer une manœuvre aéroterrestre par l'appui à la mise en terre, aux renseignements et aux actions commando dans la profondeur. À Téhéni, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, l'État apporte son réconfort aux réfugiés burkinabés présents sur le sol ivoirien du fait des exactions des terroristes dans leur pays. Le gouvernement ivoirien a dépêché sur place 3 ministres pour prendre connaissance de leur situation et les soutenir. Le général Wagondo Diomondé a exhorté les populations à entretenir une étroite collaboration avec les forces de défense. Herman Niamia. Les villages frontaliers avec le Burkina Faso font face depuis plusieurs semaines à un flux significatif de réfugiés burkinabés fuyant les atrocités des terroristes. À ce jour, ils sont plus de 2600 disséminés dans des familles d'accueil dans plusieurs villages. La situation est inquiétante et ne peut laisser l'État indifférent. 3 ministres du gouvernement sont donc arrivés à Téhéni, les bras chargés de vivres et de non-vivres, pour traduire la solidarité de l'État. Il s'agit d'un lot de médicaments de première nécessité d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA, de 25 tonnes de riz, 10 tonnes d'huile, 2100 boîtes de tomates, 2 tonnes de pâtes alimentaires, des non-vivres composés de 7200 morceaux de savon, 450 nattes et 100 bouilloires. Le tout estimé à 50 millions de francs CFA. Nous sommes venus dire aux populations de Téhéni qui ont bien voulu offrir un gîte, un couvert aux Burkinabés qui ont trouvé refuge sur cette terre de Téhéni, leur dire qu'elles ont tout le soutien du président de la République. Elles ont traduit en acte la vision du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire solidaire, rassurer ces populations qu'elles ne sont pas les oubliés de la nation, que le gouvernement est aux côtés de Téhéni. Les populations du Bonkani, particulièrement celles du département de Téhéni, sont reconnaissantes au chef de l'État pour la prompte réaction du gouvernement face à la situation sécuritaire que nous vivons. Le chef de la délégation ministérielle, le général Wagondo, a exhorté les populations à entretenir une franche collaboration avec les forces de défense afin de leur permettre de remplir leur mission avec efficacité. Faites en sorte que tout ce qui n'est pas habituel dans votre environnement puisse être rapporté d'une manière ou d'une autre, de façon à ce que les dispositions qui s'imposent soient prises pour garantir votre sécurité. Dans la même veine, je voudrais me tourner vers justement ces forces de défense et de sécurité. Votre comportement doit être de nature à faire des populations des complices, pas des adversaires. Vous devez rassurer les populations. Cette visite des membres du gouvernement a contribué fortement à rassurer les populations qui n'ont pas manqué de le dire. Dans la lutte contre le coronavirus, la Côte d'Ivoire a franchi le cap des 2 millions de doses de vaccins administrées. Les autorités sanitaires continuent la sensibilisation. Voyons le point pour ce 2 octobre. Le ministère de la Santé compte aujourd'hui 41 nouveaux cas de Covid-19, 96 guéris et 5 décès. Un total de 2 238 044 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars au 30 septembre. Dans le domaine de l'environnement, l'Institut mondial pour la croissance verte rencontre les acteurs de la société civile pour parler de leur implication dans la lutte contre le changement climatique. Une aubaine pour faire un point des préparatifs de la COP26. Elle va se tenir à Glasgow, en Écosse. Noël Dagnogo et Grace Kando. La Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de la COP26 à Glasgow, en Écosse. Pour une meilleure participation du pays à ce rendez-vous sur le climat, l'Institut mondial pour la croissance verte s'engage aux côtés de la société civile pour ensemble fédérer leurs expériences. Ce forum est une plateforme où on a tous les acteurs, la société civile, le gouvernement, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. On va discuter sur les enjeux climatiques et quel est le positionnement que la Côte d'Ivoire doit avoir par rapport à la COP26 qui arrive. De Paris à Glasgow, quelle contribution et engagement pour les organisations de la société civile? Thème retenu pour cette rencontre. Les ONG qui s'informent, qui se forment, qui vont vers les communautés pour mettre en pratique tout ce qu'elles ont appris, faire en sorte que les communautés agissent
dans les changements climatiques. Nous prenons l'agroécologie paysanne. Et en plus de l'agroécologie paysanne, nous luttons pour la promotion des énergies renouvelables. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de diminution des émissions de gaz à effet de serre sans parler des énergies renouvelables, sans parler de l'adaptation de l'agroécologie paysanne. Le ministre Jean-Luc Assy invite les acteurs de la société civile à être des porte-voix de la lutte contre les changements climatiques. Chers acteurs de la société civile, je voudrais saluer votre engagement aux côtés du gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire est résolument lancée dans le processus de transition vers une croissance verte et inclusive. J'ose espérer que ce présent forum sera d'une grande utilité pour les organisations de la société civile afin que vous soyez de véritables ambassadeurs du climat à tous les niveaux de décision. Cette rencontre a été mise à profit par les acteurs de la société civile pour renouveler leur engagement face aux défis de ce phénomène pour une action climatique plus ambitieuse. Ouverture à Yamoussoukro de la 3e édition de la conférence des conservateurs des impôts de Côte d'Ivoire. Le défi du traitement diligent des requêtes relatives aux titres fonciers face au boom de l'immobilier a été au cœur de cette rencontre. Kader Sogodogo. Le secteur de l'immobilier connaît un net développement ces dernières décennies. Une situation qui amène les impôts de Côte d'Ivoire, à travers ses services de la conservation, à rechercher les voies et moyens pour améliorer ses revenus. La 3e conférence des conservateurs qui se tient à Yamoussoukro ne cache pas son ambition. Le défi du traitement diligent des requêtes relatives aux titres fonciers face au boom de l'immobilier. Un thème qui dévoile aisément l'objectif recherché. La Direction générale des impôts a sa vision. Le boom immobilier en Côte d'Ivoire, vous savez que nous sommes autour de 400 000 logements, un déficit de 400 000 logements en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et ce déficit-là est en train d'être comblé avec plusieurs analyses, plusieurs réflexions avec les banques, avec les financements, avec le marché immobilier qui est en train d'être mis en place. Donc il est évident que le volume des titres fonciers va augmenter et avec les réformes sur les titrements massifs, il est évident que cela va augmenter et cela demande de notre part une autre façon de concevoir l'organisation, de revoir l'organisation, d'y travailler, d'y réfléchir, de sorte être à la hauteur des immenses espoirs qui sont placés sur nous. Il est bon de savoir que de 2013 au 31 juillet 2021, ce sont 321 848 titres fonciers contre 170 511 auparavant qui ont été traités. La hausse est de 88,75%. En 2020, après environ 7 années de résultats d'intense labeur, la Direction générale des impôts a dépassé ses objectifs avec un solde positif de 56,2 milliards de francs CFA. En 2021, ses responsables entendent maintenir le cap. La conservation jouera sa partition. Une page noire dans ce point de l'actualité, le décès de l'ambassadeur d'Angola en Côte d'Ivoire. André Panzo a succombé à la maladie à Abidjan il y a tout juste 2 jours. Le ministre angolais des Relations extérieures est arrivé dans la capitale économique ivoirienne pour accomplir les formalités nécessaires. Il a été reçu ce samedi par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Alcide Djedje, qui a présenté au nom du gouvernement ivoirien ses condoléances les plus attristées à l'État et au peuple angolais. Nous en arrivons à la page culture, comme tous les samedis, l'actualité dans le secteur culturel et puis également un invité sur le plateau. Entrepreneurs ouest-africains bénéficient du soutien d'un programme triennal de l'ACP UE Culture, une université d'été à Lomé au Togo, afin de mieux former ses promoteurs culturels. Isaïo. Booster le secteur culturel de l'Afrique de l'Ouest afin qu'il soit un levier important du développement de la région. Le programme ACP UE Culture s'est assigné cet objectif pour les 3 années à venir. La première université d'été à Lomé au Togo est instituée à cet effet pour relever tous les défis culturels en Afrique de l'Ouest.
nous rêvions de lancer les bases d'un début de partenariat multi-acteurs, l'un des maillons faibles de l'écosystème culturel et créatif dans notre pays. Nous étions vraiment excités à relever ce grand défi dans un contexte ô combien morose. S'il y a un secteur qui est fortement impacté par la pandémie de la Covid-19, c'est bien celui de la culture. Des fonds sont mobilisés par le programme ACP UE Culture pour soutenir la création dans les pays du Sud. Le renforcement de cette aide culturelle va ainsi permettre la sensibilisation du public. L'éducation artistique et la médiation culturelle, la compréhension des enjeux actuels et le développement de l'esprit critique et de la citoyenneté, en particulier pour les jeunes. La culture est de plus en plus considérée comme un moteur de croissance économique. Cette aide, selon les participants, va favoriser la création. Avec la création de l'écosystème autour de tous les artistes, autour des structures culturelles, avec le réseautage qu'on va mettre en place, et ça va aller. La représentante du ministère de la Culture et du Tourisme salue cette coopération Nord-Sud pour le rayonnement culturel de la région. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris par des acteurs privés du secteur culturel et créatif du Togo, et j'ose croire qu'il sera à la hauteur de leur ambition. Le secteur culturel constitue un secteur à fort potentiel. 11 pays de l'Afrique de l'Ouest prennent part à cette première édition de l'université d'été à Lomé au Togo. Plus de 4 milliards de francs CFA sont débloqués pour la gestion des projets culturels dans l'espace ouest africain. Plus de 2 milliards seront directement gérés par les structures africaines. Le peuple Atchan, par la célébration du Fatchoué, perpétue le passage de la jeunesse à l'âge adulte. À Elokate, village Atchan, les Tchagba ont passé leur test de maturité. Ils sont aptes à prendre la parole et par extension diriger les affaires du village. Voyage dans la culture Atchan avec Franck Quadio. Ils sont dans la ligne pour la prise de pouvoir à Elokate, un pays Atchan. Ces guerriers représentent les différentes catégories d'âge de la génération Tchagba. Après les Doubo, il y a quelques années, c'est au tour des Tchagba de célébrer la Fatchoué, le test de maturité. Ces hommes et femmes, désormais aptes à diriger. Des promus fiers d'entrer dans la cour des grands, des hommes et aussi des femmes. L'une d'entre elles trancha dans le décor, c'est la ministre de la Culture Arlette Badou-Nguessan, adoptée comme membre entière. D'abord, remercier tout le village d'Elokate. Il faudrait que nous restons unis, que nous restons sages, que nous restons matures pour maintenir la paix au niveau du village et aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Une fête qui se veut un moment de partage. L'homologue sénégalais, invité spécial de cette célébration. Ça prouve encore une fois, en Afrique, nous avons des exemples à donner, nous sommes pacifiques dans l'organisation de nos sociétés. En tout cas, c'est avec satisfaction que j'ai quitté ici. Être des hommes de décision pour mieux porter la cohésion, la recommandation du parrain. Chers frères et sœurs promus de ce jour, vous êtes donc des hommes matures. Il vous appartiendra, au nom de cette maturité, d'avoir en vous la justesse. Au nom de l'organisation des fils du village, Barthélemy Agré-Nobou a fait profession de foi. La Fatchoué reste un pays Atchan, un modèle d'affirmation de l'unité traditionnelle. Et on démarre notre entretien de la page culture. Bonsoir Franck Etienne. Bonsoir. Vous êtes journaliste, nouvel auteur. Votre première œuvre est un roman, le titre « Maman, je suis devenue journaliste ». On a tout de suite envie de vous demander, est-ce là l'histoire de votre vie, Franck Etienne? Merci de me recevoir déjà. L'histoire de ma vie, non, tout de suite. Parce que je n'ai pas eu envie d'écrire l'histoire de ma vie. J'ai eu juste envie de partager une histoire. L'histoire de ce jeune homme que vous retrouvez dans le livre, qui est
qui a un dialogue avec sa maman. Et la maman souhaite qu'il devienne juge et lui, il rêvait de devenir journaliste. Et de péripétie en péripétie, il finit par devenir journaliste. Alors l'histoire d'une vie, d'un dialogue entre une mère et son fils. Franck Ouadio nous décrypte l'œuvre et on se retrouve tout de suite après. Franck Etienne, ivoirien et journaliste, est désormais auteur d'un livre. « Maman, je suis devenue journaliste ». C'est l'intitulé d'un roman autobiographique qui allie plusieurs genres. Une œuvre littéraire à travers laquelle l'auteur explore les arcanes de la vie dans ses divers aspects, des plus douloureux aux plus éclatants. La trame est très enthousiaste, très dense. C'est un roman réaliste qui raconte avec des mots simples, des mots de tous les jours, la vie d'un parcours, bien l'histoire d'un parcours qui est parti de vraiment rien et qui est comme une revanche sur la vie d'un auteur, d'un journaliste à qui on ne prédisait pas un tel avenir et dont la mère avait souhaité qu'il soit juge. Maman, je suis devenue journaliste, un livre de 112 pages porteur de rêves et d'amour, mais surtout plein d'enseignements. Dans un style léger, l'auteur plonge ses lecteurs dans l'univers d'un journaliste qu'il est. Préfacé par Kébé Yakouba, journaliste et ancien directeur général de la RDI, l'ouvrage traite de plusieurs thématiques. La pauvreté, l'éducation, la dignité et l'honneur sont entre autres les thèmes abordés dans Maman, je suis devenue journaliste de Franck Etienne. Maman, je suis devenue journaliste, vous l'avez dit, ce n'est pas l'histoire de votre vie. Mais pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas le nom du personnage principal dans l'œuvre? Je l'ai parcouru, on ne voit son nom nulle part sur les 112 pages. C'est un style comme tous les autres. Hein. C'est un jeu narratif. Et le jeu, on pourrait le considérer donc comme le personnage principal, c'est tout. Le personnage principal. Alors, ce personnage principal, il a un parcours assez atypique. Vendeur de journaux, cireur, vigile, DJ, avant de devenir journaliste comme il a souhaité. Pourquoi tant d'épreuves avant d'atteindre son objectif? Oui, tant d'épreuves pour, si vous voulez, parvenir donc à un enseignement. Le travail, l'abnégation, se fixer des objectifs, les atteindre, se donner tous les moyens pour atteindre ces objectifs et surtout dire que ce qui est le plus important dans la vie d'un jeune, ce n'est pas l'insertion professionnelle, mais c'est plutôt l'insertion sociale. L'insertion professionnelle, vous pouvez aller à l'école, apprendre, savoir et devenir enseignant, mais après, comment est-ce que vous mettez ce savoir à votre propre service pour interagir, si vous voulez, avec le monde et les autres qui vous entourent. Et donc ce parcours-là ressemble à un parcours initiatique qui amène le jeune homme donc, sur certains sentiers qui sont, comme je le dis, si on regarde les quartiers dans lesquels il a évolué, à Tekoubé, à Djamé, Yopougon, et qui amènent donc dans des sentiers qui sont à la lisière, si vous voulez, de la délinquance. Mais finalement, il ne succombe pas, il ne cède pas à la tentation de devenir délinquant. Il reste focus sur l'école pour aboutir à ses fins. Je tire un mot de votre réponse, parcours initiatique, c'est assez bien dit. Est-ce que, à la suite de ce parcours initiatique, on voit qu'il a bien réussi à atteindre son objectif, mais est-ce qu'on doit voir là finalement un échec pour des ambitions de sa mère pour lui? Est-ce qu'on doit voir derrière votre histoire que l'enfant doit plutôt suivre les ambitions des parents ou suivre son propre rêve? Oui, ça pose, effectivement, ce roman pose la problématique du transfert des rêves entre parents et enfants. Les enfants ont bien souvent leurs rêves parce que, sachez, il faut savoir en tant que parent que quand on met un enfant au monde, il est, si vous voulez, influencé à la fois par la société dans laquelle il vit, par l'école, par un certain nombre de choses. Donc, à partir de là, il a ses propres choix. Et donc, ce n'est pas toujours évident qu'on arrive à lui imposer notre choix de départ. Et donc, ce jeune homme-là, il n'a pas échoué. Il a atteint son objectif, mais il aurait voulu. Parce que quand vous regardez tout au long de l'œuvre, à un moment donné, il a épousé le rêve de sa mère. Il voulait être juge parce que sa mère, il a vu les souffrances donc, de sa mère, qui est une dame pauvre, ce qu'il a élevé seul. Donc, à un moment donné, il voulait prendre cette revanche, je veux dire, de la vie que sa mère aurait dû peut-être prendre elle-même. Et donc, il voulait devenir juge pour faire plaisir à sa mère, mais le destin a été plus fort.
Le destin était plus fort à un moment. À la fin, pratiquement, il dit maman, j'étais en train de devenir journaliste. Peut-être je suis devenue journaliste. Hélas, pardonne-moi s'il te plaît. Est-ce un regret? Non, pas forcément un regret. Pas forcément. Parce qu'il dit hélas, je suis devenu. Oui, pas forcément un regret, mais je le disais tantôt, à un moment donné, il a épousé le rêve de sa mère. À un moment donné, il voulait devenir juge. Et si vous parcourez le roman, vous allez voir que à plusieurs occasions, il a fui le journalisme. À plusieurs occasions. Et quand il rentre à l'école de journalisme pour la première fois, enfin à l'école de communication, la seule option qui restait, parce qu'il n'était pas allé vite s'inscrire, et donc la seule option qui restait, c'était d'être journaliste. Ironie du sort. Et il refuse. Donc il va faire une formation qui n'a rien à voir avec le journalisme, mais le premier stage qu'il a, c'est dans un journal. Et il y va comme correcteur. Donc il s'est dit, c'est un tremplin, voilà, pour un moment, et puis après il va se retrouver ailleurs. Mais finalement, de fil en aiguille, il finit par mordre à la maison, il accepte le destin qui s'impose à lui, et donc il demande pardon à sa mère de n'avoir pas réalisé ses ambitions à elle, mais d'avoir quand même atteint ses ambitions à lui avec plaisir. Parce que quand vous le voyez citer les noms de ceux qu'il rencontre dans le milieu, des aînés qu'il rencontre dans le milieu, il le fait avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Mais par sa très très forte envie de réaliser les ambitions de sa maman qu'il a élevée toute seule, qui s'est battue pour la réussite de son fils, on voit que vous mettez en avant le concept de la monoparentalité. Quel est le message derrière? Le message derrière, c'est que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est vraiment pas une fatalité, surtout pour nos mamans, de se retrouver seules à élever leurs enfants. Souvent, dans bien de reportages à la télé, on voit dans les marchés les mamans qui témoignent toujours, soit elles sont veuves et qu'elles sont seules à élever leurs enfants, et elles appellent souvent l'État et d'autres personnes au secours. Et il faut leur dire simplement que ce n'est pas une fatalité et qu'avec un peu d'effort, on peut y arriver. De l'effort pour y arriver. De l'effort, vous en avez également fourni pour écrire cette œuvre qui est à plus de 1000 ventes en un mois. Votre éditeur nous l'a dit, c'est un best-seller dans son écurie. Comment vous expliquez cela? À un moment surtout, on voit que la lecture est en perte de vitesse quand même. Mais d'abord, pour le croyant que je suis, je vais dire que c'est Dieu. C'est Dieu d'abord qui est le moteur. Mais ensuite, pour l'intellectuel, on va trouver peut-être deux raisons. La première, c'est que les lecteurs aujourd'hui sont plus attirés vers les lectures, vers les œuvres qui dégagent une forte sensation, qui dégagent de forts sentiments, des sentiments réels, qui dégagent des faits réels. Leur vécu quotidien peut-être? Voilà, leur vécu quotidien. Ils veulent voir ce qu'ils ont l'habitude de voir, ils veulent lire ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur vie de tous les jours. La deuxième raison, c'est le préfacier. Le préfacier est un illustre personnage, c'est une personnalité, Kébé Yacouba. Kébé Yacouba, ancien directeur de la RTI, ancien directeur de Fraternité Matin, ancien président du FSDP et président actuel de la KIDP. Vous voyez que c'est un monument dans notre milieu. Donc, quand les gens voient, quand les populations ou bien les lecteurs voient déjà son nom sur votre ouvrage, je pense que... Et puis je suis une pièce rare parce que je suis le seul qui l'a préfacé jusqu'à aujourd'hui. Waouh, c'est super. Alors, vous êtes journaliste, vous êtes en train de rencontrer un franc succès avec votre première œuvre déjà. Est-ce que ça ne nous ramène pas encore au contenu du livre? Est-ce qu'il ne va pas y avoir cette petite lutte-là entre vouloir continuer votre carrière journalistique ou bien devenir carrément écrivain? Heureusement que vous faites bien la distinction. Le contenu du livre, ça c'est le contenu du livre. Ouais. Il y a le Franck Etienne, je vais dire, qui est en dehors, qui est l'écrivain. Alors aujourd'hui, ce qui est clair, moi je suis journaliste presse écrite. Alors le pas entre la presse écrite et être écrivain, c'est vraiment mince. Le fil est vraiment mince et je suis convaincu que, enfin pas convaincu, mais je prie Dieu que je n'arrête pas en si bon chemin. Voilà. Alors pour terminer, vous avez marqué que 500 francs CFA à reverser à un orphelinat, à chaque œuvre achetée. Ce volet social, il vous tient particulièrement à cœur? Oui, je vous ai dit tout à l'heure, je suis croyant. Et puis, n'oubliez pas aussi que
en tout cas chez nous, dans la Bible, il est clairement dit, Dieu le dit, j'aime les orphelins, j'aime les veuves, et tous ceux qui feront du bien ou du mal à l'orphelin ou à la veuve, c'est à moi Dieu qui le font. Voilà, donc il faut choisir donc de faire du bien à la veuve et à l'orphelin. Donc moi j'ai choisi pour ce premier jet-là de faire du bien à l'orphelin. Mais j'ai tenu à ce que ce soit marqué sur le livre parce que simplement je voulais attirer l'attention des lecteurs et de ceux qui verront le livre sur la condition de ces personnes-là qui n'ont pas demandé à venir au monde, mais qui sont retrouvées dans un monde où ils sont privés d'affection parentale. Merci beaucoup Franck Chrétien, merci à tous de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée, très bon week-end et à demain. Merci.